Tout ce que l'histoire nous montre est le produit de l'activité pratique des hommes. Ce sont eux qui développent les forces productives en créant ainsi une contradiction qui exige d'être résolue. Ce sont eux également ceux qui créent les rapports sociaux de production et ceux qui les détruisent avec des actions concrètes, réelles, lorsque les dits rapports freinent le développement des forces productives et du progrès social en général. Les hommes développent non seulement les forces productives, mais eux-mêmes font partie de celles-ci. Les hommes également sont au centre des rapports de production, puisque ces derniers, en définitive, ne sont que des rapports qu'ils établissent dans le processus de production. S'agit-il de la transformation à laquelle est soumise la nature par l'objet du travail, dont l'indice est le niveau de développement des forces productives, ou s'agit-il de la transformation des rapports que les hommes établissent dans la production, dont l'une et l'autre transformation est l'œuvre des hommes? La praxis productive est aussi humaine que la praxis sociale, non seulement dans le sens qu'elle est toujours le sujet de toute praxis, la praxis productive. Par conséquent, dans l'histoire, il ne se passe rien qui n'entraîne nécessairement son intervention. Autant le développement des forces productives que la destruction ou création de rapports sociaux déterminés, autant les rapports économiques que les politiques sont des produits de l'activité pratique des hommes. Dans sa lettre à P.V. Annenkopf, Marx délimite avec précision le caractère humain de toute relation et transformation sociale. Qu'est-ce que la société, entre guillemets, donc de Marx, qu'est-ce que la société, quelle que soit sa forme? Réponse, donc, le produit de l'action réciproque des hommes. Fermez les guillemets. Les hommes sont les sujets de toute activité autant économique et sociale qu'idéale. Ouvrez les guillemets. Les hommes qui produisent les relations sociales, dit Marx, conformément à leur productivité matérielle, produisent aussi les idées, les catégories, c'est-à-dire les expressions abstraites, idéales de ces mêmes relations sociales. Fermez les guillemets. Seuls les hommes peuvent détruire ce qu'eux-mêmes ont créé pour laisser l'espace à une nouvelle création. Seuls les hommes font leur propre histoire, bien que, comme le prévient Marx, dans des conditions déterminées. Depuis ses œuvres de jeunesse, Marx établit l'unité indissoluble entre l'homme et son histoire. Ni l'homme n'existe en dehors de son histoire, c'est-à-dire l'histoire de sa propre praxis, ni l'histoire n'existe en tant que puissance à part ou sujet surhumain. L'histoire n'existe que comme histoire faite par des hommes, et ces derniers n'existent qu'en produisant une nouvelle réalité avec leur praxis productive et en se produisant eux-mêmes dans un processus qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que les hommes transforment et se transforment, et cette histoire de leur transformation est proprement leur véritable histoire. Ainsi, l'affirmation selon laquelle l'homme est le sujet de l'histoire entraîne l'idée d'un sujet qui ne l'est que dans l'histoire et par l'histoire, et entraîne également l'idée d'une histoire qui n'existe que comme histoire de son activité. Cette unité indissoluble de l'histoire et du sujet humain, de celle-ci, nous empêche d'abstraire l'un des termes, puisqu'en réalité, ils sont l'une et la même réalité. Mais lorsqu'on affirme que les hommes font leur propre histoire, qu'ils sont par conséquent les seuls sujets de celle-ci, et qu'il ne pourrait pas y avoir d'histoire sans eux, ne sera-t-il pas précis de concrétiser ce concept d'homme ou de rapport humain, entre parenthèses, entre les hommes, pour ne pas tomber dans une nouvelle abstraction? Que sont-ils ces hommes qui font leur propre histoire?
Ou, en d'autres termes, quel type de relation établissent-ils pour qu'ils puissent déployer cette procédure collective dont l'histoire constitue le contenu de ce qu'on entend proprement par histoire humaine. Les hommes, tout d'abord, ne sont pas des individus abstraits, des rapports sociaux. Déjà, Marx insistait sur ça depuis 1845. Les individus n'ont pas une naissance qui reste inaltérable, à l'intérieur ou en dehors de ces relations. Ils ne sont pas les atomes sociaux qui permettent de composer ou de décomposer la totalité sociale. Avec cette conception atomiste et robinsonienne traditionnelle, on ne peut pas trouver la clé de l'explication de la société et de l'histoire. Sartre, par exemple, conçoit les actions des individus dotés d'une structure qui est celle qui les justifie et permet de comprendre le mouvement même de l'histoire, et avec cela la praxis commune qui transcende la praxis individuelle. La praxis individuelle a pour Sartre un caractère déterminant. La seule justification concrète de la dialectique, alors, deux points, ouvrez les guillemets, donc c'est Sartre qui parle, la seule justification concrète de la dialectique historique est la structure de l'action individuelle, fermez les guillemets. L'individu est la justification parce qu'il est le concret. Dans l'intelligibilité de la praxis, il y a celle du mouvement de l'histoire. Deux points, ouvrez les guillemets, donc toujours Sartre. Sartre critique de la raison dialectique. En partant du travailleur individuel, nous avons découvert la praxis individuelle en tant qu'intelligibilité pleine du mouvement dialectique. Et si l'on prétend chercher, fermez les guillemets, et si l'on prétend chercher la rationalité de la praxis commune, cette dernière ne nous donnera pas plus que ce que nous trouvons dans la praxis individuelle. Deux points, ouvrez les guillemets, Sartre dit donc la rationalité dialectique de la praxis commune ne transcende pas la rationalité de la praxis individuelle. En revanche, elle est plus proche de cette dernière. Fermez les guillemets. Les hommes, pense Sartre, ne sont pas des individus atomisés ou des Robinsons, mais pour lui, ce n'est qu'en partant de leurs actions et de leurs relations réciproques individuelles qu'on peut expliquer le mouvement de l'histoire, puisque leur praxis est la justification même de la dialectique historique. Or, Sartre prétend rester dans le cadre du matérialisme historique. Mais comment peut-il s'approprier alors la thèse cardinale de ce dernier sur le rôle déterminant des situations objectives, entre crochets, du mode de production, et de l'existence des rapports sociaux, entre crochets, comme les rapports économiques, qui ne peuvent pas être réduits à de simples rapports d'individu à individu? Et comment peut-on justifier une action politique et révolutionnaire des hommes sans tomber dans l'utopisme ou dans l'aventurisme, si l'on ne tient pas compte du poids de ces facteurs objectifs et du rôle des forces motrices sociales qui outrepassent le cadre des praxis individuelles et échappent à la conscience ou au projet des individus. Sur la base d'une conception de l'histoire comme totalisation en cours de projets individuels, on ne peut pas s'expliquer la praxis commune, collective, puisque pour nombre de médiations qui peuvent être découvertes entre l'individu et cette totalisation, la praxis individuelle n'est pas la justification de celle-ci. Ainsi donc, lorsque Marx et Engels nous disent que les hommes font leur propre histoire, nous ne pouvons pas les entendre comme des individus en un sens atomiste et robinsonien. Voilà, bon, je pense peut-être s'arrêter là. C'est bien, c'est pas mal de choses, peut-être. Moi je trouve, puisqu'on en était à dire, donc on pouvait dresser des parallèles et des passerelles entre
ces différents auteurs là, qui parlent de la praxis, et également Marx, donc un peu voir, parce que c'est formulé peut-être de manière un peu différente, mais c'est, à mon avis, ça recoupe des choses qui peuvent être largement rapprochées. Hein. Donc, par exemple, effectivement, quand il dit l'homme n'existe en dehors de son histoire, c'est-à-dire ni l'histoire n'existe en tant que puissance à part ou sujet surhumain. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais il y a aussi des hommes concrets, quoi, et qui font cette histoire. Et je pensais au truc de Karel Kozik entre la praxis objectivante, finalement le sujet humain, quoi, et puis la praxis objectivée, donc le rapport entre ces deux, qui est finalement l'histoire, la sédimentation de l'ensemble des praxis qui finalement forment l'environnement historique. Donc est-ce que c'est pas une autre façon, là, effectivement, comme Marx l'a dit et comme Sanchez Vasquez le répète, donc, de parler de choses similaires, et puis également le fait qu'il insiste sur le fait qu'on ne doit pas abstraire, c'est comment abstraire de manière un peu réifiée, quoi, la notion de sujet et la notion d'histoire, puisqu'ils sont finalement tout à fait en une espèce de réciprocité, quoi, finalement, donc dans les interactions qu'il y a entre cette praxis objectivante et puis la praxis objectivée, donc qui interdit finalement d'avoir une notion abstraite à la fois du sujet ou de l'histoire, sous peine d'avoir quelque chose de totalement creux et réifié, quoi. Donc c'est toujours cette perspective d'avoir que c'est les deux à la fois, qu'il n'y a pas d'abstraction ni de l'un ni de l'autre qui est importante. Et puis, à mon avis, après, ce dont il parle, en gros, à mon sens, hein, c'est que, effectivement, c'est à travers la comparaison entre Sartre et puis finalement Marx, d'exposer la position de Sartre, qui finalement disent que l'ensemble des praxis individuelles, enfin que toute praxis collective commune ne peut être déduite que des praxis individuelles productives des hommes. Et d'après ce que j'ai compris, effectivement, pour Marx, donc, et pour Sanchez Vasquez, ce n'est pas le cas, quoi. Il y a une praxis qui est effectivement commune, qui n'est pas déductible de manière directe de l'ensemble des praxis productives individuelles, quoi. Voire des changements de système du capitalisme au communisme, du féodalisme au capitalisme. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a enfin, la déduction directe est quand même périlleuse, quoi. On ne peut pas la faire comme ça, mais sans faire intervenir des structures plus autres, quoi, on va dire, pour le moment. Je ne sais pas si ça avait des choses à dire là-dessus. Ouais, c'est pas... En fait, je pense que je l'entends, hein, que je le dis, c'est ce qui est discuté, c'est le titre même du paragraphe. Quand on entend par les hommes sujets de l'histoire, ça veut dire
on appréhende les hommes comment? Est-ce qu'on les appréhende comme des sujets individuels atomisés, ou est-ce qu'on les pense dans des sujets singuliers, mais inscrits dans des rapports, dans des rapports sociaux liés au fait qu'ils sont, en fait, quand enfin, c'est pas des atomes stabilisés qu'on prendrait à un moment T et on pourrait réfléchir à leurs relations. Mais on doit rester dans la dynamique du mouvement, qui est de dire que l'homme produit des rapports sociaux de production, et c'est la même chose que la production des hommes eux-mêmes, et que donc, en fait, c'est comment on pense l'histoire dans la relation, et comment on pense la notion aujourd'hui de sujet et d'individu dans l'histoire. En même temps, bon. Par exemple, il donne un... Ouais, juste... Bon, voilà, quoi, j'ai pas... Si comment, par exemple, il donne un exemple, je sais pas si c'est après, mais bon, pour comprendre un peu, effectivement, le type qui quitte sa glèbe, le paysan de la fin du Moyen-Âge pour aller peupler le bourg, qui commence à... Lui, il a une praxis individuelle intentionnelle, parce qu'il veut voilà, continuer à vivre, quoi. Mais effectivement, il ne théorise pas qu'il est en train de changer de mode de production. Maintenant qu'il est dans l'ensemble de ces gens qui effectivement sont dans la même perspective, pour autant, aucun d'entre eux n'est dans l'idée qu'il va changer un mode de production féodal vers un mode de production capitaliste. Donc ils sont, effectivement, parce que s'ils n'étaient pas... ils sont bien les sujets, mais l'histoire se fait indépendamment de leur praxis individuelle. Qui pourtant participe de la... Qui pourtant participe du truc. Parce que c'est quand il y aura assez de gens qui vont être dans les bourgs, bon, bah, à un moment donné, effectivement, le fait est que bah, on pourra basculer d'un mode de production à un autre sans que personne n'ait décidé. Il y a ça, et puis, mais après, ça pose beaucoup de... Parce que si effectivement le sujet pris isolément n'est sujet de l'histoire enfin là, ça pose après des tas de questions, y compris dans la vie politique ou dans la vie sociale concrète. Ça pose notamment la question de la... Je veux dire, voilà quoi, de quel sujet, de quel homme on parle, et puis comment... parce que, après, le risque... quel statut et quelle reconnaissance, c'est peut-être aussi, ça renvoie peut-être au débat que peuvent avoir les sociologues sur la position de Durkheim, enfin même si Durkheim est pas marxiste, mais au sens où des phénomènes, quelle articulation entre la subjectivation dans les processus sociaux et politiques, et puis l'histoire qui se fait. Là, bon, ce qu'il nous dit, il y a des choses qu'on sait, qui renvoient à des éléments qu'on sait déjà, qui ne nous surprennent pas. Mais, parce que là, c'est quand même un petit peu en tension. Bon, il y a un débat avec Sartre sur le sujet, l'individu absolu ou l'individu non pensé comme au cœur des rapports sociaux et des rapports de production. Ça, on l'entend bien. Mais à la limite, ce qu'il dit, on peut complètement l'entendre. Mais en termes concrets, pratiques, c'est pas sans susciter des tensions qu'on connaît d'ailleurs. Comment, effectivement, bon, si on admet que les hommes font l'histoire, mais dans le cadre des rapports sociaux et des contradictions, entre guillemets, objectives, enfin des contradictions réelles qui existent, comment penser la place du sujet singulier parce que après
une lecture dogmatique et tordue de cette approche-là peut amener à justifier n'importe quelle dérive ou n'importe quelle vision dépossédante. Oui. Peut-être que je dis des conneries en disant ça, mais... Je pense qu'il faut faire la différence entre le social et l'intersubjectif. Moi, ce que ce bout de texte m'évoque, je crois que le mot n'est pas dedans d'ailleurs, mais chez Sartre, si tu veux, il y a... Il ne faut pas penser que Sartre il oppose bêtement l'individu aux conditions objectives et sociales, c'est qu'il explique que le point de départ, c'est l'individu. Mais Marx aussi et Engels, ils le disent dans l'idéologie allemande. Ils disent que les hommes sont toujours partis d'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'à mon avis, avec Sartre, ce que j'en comprends, c'est qu'en tout cas la critique c'est là, c'est de supposer que les individus partant chacun d'eux-mêmes créent quelque chose en rentrant en contact et que immédiatement à eux-mêmes, ces relations-là suffisent à comprendre la période historique dans laquelle ils sont. Or, c'est pas le cas parce qu'il y a les éléments apportés par l'histoire, l'objectivité du développement des forces productives, etc., qui finalement déterminent tout ça. Mais il faut faire attention parce que je pense que c'est une position médiane, parce que si on est sur un strict objectivisme, le problème est un peu, c'est d'ailleurs un petit peu contre ça que Sartre se révoltait, quoi. C'est l'idée qu'il y a une absolutisation de la détermination, c'est une espèce de réalisme, une espèce de fatalisme, et en fait la société est une espèce de seconde nature qui est régie par des lois, un peu comme dans une conception positivisme un peu marxiste au XIXe siècle, quoi. Et fin XIXe siècle, dans le deuxième international, et dans ces cas-là, la révolution, finalement qu'elle arrive et qu'elle n'arrive pas, on s'en fout un peu, parce que c'est une loi qui fait qu'elle va arriver, il n'y a pas d'action du sujet. Dans la dialectique, il faut qu'il y ait un sujet libre, sinon il n'y a pas de dialectique. Et il me semble que Sartre, c'est contre ça qui se révoltait, d'être contre une espèce de marxisme un peu mécanique. Mais après, voilà, la critique qu'il faut faire, c'est que... c'est la critique qu'il fait, en fait, de Sanchez Vasquez, c'est que en ne partant que des individus et en refusant cette analyse des conditions socio-historiques, des rapports de production, on pense qu'on peut changer un mode de production et faire la révolution juste en changeant les rapports immédiats, les rapports dans l'entreprise entre un patron et son salarié, les rapports, je sais pas moi, il y a des gens aujourd'hui dans le centre de Paris, ils inventent des nouvelles plantations, ils utilisent le zinc des prises pour faire pousser des carottes, et puis il faut expliquer à ces gens-là qu'ils n'ont pas changé le mode de production, quoi. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui se recoupent, il faut faire attention, parce que parce que le risque de nier le subjectivisme, comme on disait dans le marxisme, on accusait de dérive subjectiviste systématiquement, tous les petits intellectuels, petits bourgeois, compagnie. À la fin, on se rend compte que la négation de la subjectivité de l'ouvrier, de la subjectivité du travailleur, dans un parti qui fait jamais procéder du haut en bas comme ça à la construction d'une théorie, à la fin, ça a donné un petit peu ce qu'on connaît, quoi. C'est-à-dire un parti unique qui détruit les soviets, qui muselle les syndicats et qui en fait interdit tout processus dialectique, en fait toute dialectique d'un sujet, y compris quand ce sujet c'est le prolétariat. Parce que là-dedans il y a quand même un truc, c'est que le sujet d'histoire c'est pas le prolétariat, c'est l'humanité. C'est un peu bizarre quand même. Parce que dans le marxisme, c'est pas l'humanité le sujet de l'histoire, c'est voilà. Donc, ça m'évoque. Non, c'est pareil. C'est intéressant. Je comprends la même chose, avec juste peut-être un bémol, c'est que le prolétariat pour Marx, c'est le sujet de l'histoire, à l'époque de Marx. Dans le contexte du capitalisme industriel de la fin du 19e. Hein, parce que c'est in fine, et alors sujet de l'histoire, pourquoi le sujet de conscience, la classe ouvrière, le sujet de l'histoire, parce que c'est la seule classe qui peut atteindre la conscience d'elle-même dans un objectif de transformation sociale et de modification des rapports de production. Oui, c'est ça. Il y a des choses comme ça. Oui, je suis d'accord.
mais dans ce contexte-là. Parce que considéré dans sa totalité en mouvement, c'est bien quand même, ce sont les rapports de production et les hommes impliqués dans les rapports de production qui ont fait l'histoire. Et les rapports de production, c'est la catégorie déterminante qui définit l'orientation de l'ensemble des rapports sociaux. Et ça n'est nullement le tout des déterminations des rapports sociaux. C'est une partie déterminante. La détermination en dernière instance, telle qu'elle est exprimée, et telle que une partie du marxisme, on ne va pas dire le marxisme dans une grande partie, a porté au niveau d'une catégorie presque métaphysique, transhistorique, alors qu'il me semble que chez Marx, chaque période implique une analyse spécifique, singulière, de cette catégorie de détermination en dernière instance. C'est finalement la réalité qui est le dernier, qui doit avoir le dernier mot. Les modalités de détermination de l'histoire par les rapports de production, et pas par l'économie, mais par les rapports de production, changent dans le mouvement de l'histoire. Ça change dans le mouvement de l'histoire. Et donc à chaque fois, il faut se retrousser les manches et essayer de comprendre comment tout ça interagit. Mais sinon, effectivement, moi je crois que, bon là c'est un des débats en plus actuels de l'époque où le bouquin est écrit, hein, ce débat entre déterminisme et philosophie de la liberté, qui se posait dans ces termes-là, enfin, en tout cas c'est ce que je trouve comme trace dans ce texte, dans une opposition entre la théorie sartrienne et puis le diamate. Oui. Diamate. Moi, quand je suis arrivé au Parti communiste en 1973, les manuels d'études, parce qu'à l'époque il y avait des études, dans le Parti communiste il y avait des études, on suivait un cursus, les militants étaient formés, c'est une autre époque. Hein. Et donc les manuels sortaient à peine de la période du diamate. Et il y avait encore énormément d'influence du diamate sur la manière de présenter aux jeunes militants, aux nouveaux militants, le rapport entre le mouvement du monde, les forces productives et la place des sujets. Parce que derrière, comme tu le dis très, très justement, derrière, c'était la question du parti qui se posait. Ouais. Pourquoi la question du parti? Parce que le parti pensait de manière expresse comme l'intellectuel collectif, presque avec un grand I, un peu comme Lucas, j'ai l'histoire était l'instance capable de dire le sens de l'histoire. C'était le marxisme comme théorie scientifique, hein, dire le sens de l'histoire à l'instant où elle se fait, contre toute forme de réintroduction d'une sorte de subjectivisme petit bourgeois. C'était ça. Et donc, ces outils-là qui sont là posés sont, à mon avis, d'un caractère extrêmement primitif. C'est primitif. Pour moi, c'est... Parce que, c'est-à-dire que ce sont on philosophe à coups de marteau. Opposer la conception sartrienne de la liberté avec le diamate, c'est philosopher à coups de marteau. Il y a
c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas sa position. Non, mais justement, lui, il a l'intuition que ça peut pas marcher, et donc il cherche autre chose. Je crois que ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'il cherche une troisième voie d'une certaine façon. Alors, le terme troisième voie est très mal choisi parce qu'il est connoté politiquement, mais effectivement, il cherche à dépasser cette espèce de débat sans... Oui. Comment penser à la fois les déterminations et le poids des déterminismes sociaux, tant économiques que symboliques, etc., enfin, si tant est qu'on puisse séparer les choses, et en même temps donner une place aux subjectivités dans le processus de transformation sociale. Chose que Marx énonce à titre de programme. Il y a une définition je ne l'ai pas plus par cœur, mais il y a une définition du communisme chez Marx qui dit, alors je ne sais plus, c'est le libre développement de chacun comme condition, en gros, de l'émancipation collective, du développement de tous, quoi, si on veut. Bon. C'est une belle définition, mais ça fait ce lien entre... Alors ça, c'est une définition en termes d'objectifs, mais derrière, c'est aussi une définition en termes de praxis politique. Comment faire en sorte que chacun trouve sa place, et une place créative, si on veut, au sens de la philosophie de la praxis, dans le processus de transformation sociale. Il cherche des voies pour énoncer ce genre de choses. Même les citations de Marx, vous voyez, elles sont claires. Hein. Alors moi je ne connaissais pas la lettre à Nonkoff, mais il y a il y a un texte d'Engels, où les choses sont beaucoup plus claires. Enfin, je le retrouve. Qu'est-ce que la société, quelle que soit sa forme, point d'interrogation, le produit de l'action réciproque des hommes. Le produit de l'action réciproque des hommes, ce n'est pas uniquement le produit des forces productives. L'action réciproque des hommes, c'est quelque chose de très... C'est l'ensemble des rapports sociaux. C'est la 6e thèse sur Feuerbach. Le problème, c'est que... Enfin, je t'interromps 2 secondes, c'est que, en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, Marx, il n'est pas socialiste, il est communiste, si tu veux. Et du coup, quand tu dis ça, ce qui est un peu sous-jacent, enfin moi, après, je lance ça comme ça, hein, c'est pour discuter, mais en fait, tu peux tout à fait concevoir que tu aies un maximum de compréhension en profondeur de la façon dont la société civile, qui s'est émancipée de l'État, et puis de la famille, disons, selon Hegel, à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire le lieu justement de l'échange marchand, etc. Tu peux en faire une théorisation extrêmement poussée, par période. Tu peux évaluer les différents stades du capitalisme, même jusqu'à aujourd'hui, montrer que c'est plus comme au XIXe siècle, les relations sont plus les mêmes, les modes de consommation, enfin, on a déjà discuté plein de fois les autres années du crédit, la logique de comment ça s'était développé, et tu peux en arriver à une connaissance que tu pourras, en allant agglomérer, si tu veux, de l'anthropologie, de la psychologie, de la psychanalyse, comme ont essayé de le faire certains marxistes au XXe siècle. Tu peux essayer d'en arriver à un savoir toujours plus total, et dont la totalité ne soit pas uniquement une totalité méthodologique, parce qu'on fait de la dialectique, etc., mais une totalité qui est en fait celle de la société capitaliste, qui est une totalité avec ses cohérences, et même si elle a des lignes de fuite, elle a des cohérences, elle a une bonne grosse cohérence. Et être marxiste, le problème, c'est que c'est toujours se situer sur ce moment où on a une méthodologie critique qui permet de comprendre cette totalité-là, et ça ne te dit rien, si tu veux, du savoir du mouvement ouvrier en train de dépasser de cette société. C'est-à-dire que si tu fais des sciences sociales, tu fais des sciences sociales de la société, mais tu pourrais imaginer que la science marxiste, et c'est peut-être un peu ça là-dessus qu'on va être amené à discuter avec ce bouquin, c'est est-ce que ce ne serait pas aussi la science du dépassement de cette société-là, c'est-à-dire la science de la praxis, c'est aussi la science de la praxis révolutionnaire, ça veut dire comment est-ce qu'on fait
pour pouvoir adjoindre à cette connaissance de la façon dont les rapports sociaux fonctionnent, et le capital, c'est une ontologie du capitalisme, parce que c'est ce qu'il prétend faire, mais il n'y a pas de proposition d'un avenir futur pour Marx. Comme tu le dis très bien, le projet communiste, c'est pas un projet qui est achevé, c'est à venir. Et il y a cette phrase dans l'idéologie allemande, le communisme, c'est le mouvement réel d'abolition de l'état existant. Et il n'y a pas de théorie de ce mouvement réel de l'état existant, c'est-à-dire quand les marxistes critiquent, essaient de faire la critique du marxisme, du socialisme réel, comme on a appelé ça, en fait, c'était pas uniquement une adresse au pouvoir du parti, de la dictature, de l'aristocratie ouvrière, etc. C'était aussi essayer de penser le mouvement révolutionnaire comme étant toujours nécessairement encore dans la société civile, parce qu'on n'est pas encore arrivé au communisme, on n'est pas encore arrivé à la communauté humaine, qui est, à mon avis, je m'avance un peu, mais je pense que c'est un petit peu ça, c'est en réalité l'abolition de la civilisation, parce que la civilisation, c'est la société, c'est les échanges séparés, les producteurs privés, des séparations en sphère entre le droit, la culture, enfin le droit, la religion, etc., sous ce qu'on a appelé la culture, l'esprit laïcisé, qui en fait est une forme d'aliénation, parce que c'est des codes pour comprendre et faire retour sur l'activité productive. Et cette activité productive-là, la question qui se pose, c'est si elle était libérée de l'aliénation, est-ce qu'on aurait encore besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que le travailleur aurait besoin d'aller écouter Finkielkraut à la télé, ou Michel Onfray, ou je ne sais quel philosophe bourgeois, quoi. Et le problème un peu là, moi l'impression que j'ai je commence à connaître un petit peu le marxisme, si tu veux, c'est que ce qui s'est passé dans les pays socialistes, qui sont les expériences du XXe siècle, dont on est tributaire, dont toute une partie du monde est tributaire, dont toute une partie des gens qui sont sortis de la pauvreté sont tributaires, mais qui est aussi ce qui a été le centre des études du marxisme critique, de ce qu'on appelle le marxisme occidental, l'école de Francfort, la théorie critique, etc., et y compris les philosophes latino-américains qui ont toujours été influencés par un bas-fond de populisme, parce que c'était la culture là-bas, il y avait une culture indigène, ils ont intégré les cultures indigènes dans le marxisme, et ils étaient beaucoup moins prédisposés que nous à avoir des super leaders bourgeois à la Kautsky qui voulaient une science de la société, quoi. Forcément, c'est pour ça que c'est un laboratoire, l'Amérique du Sud, en fait. Ce qui s'est passé dans ces questions-là, c'est que, finalement, si tu vois Lukács, le parti, c'est le sujet-objet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le parti que s'appréhende la totalité sociale, mais c'est pas qu'elle s'appréhende en tant que connaissance du capitalisme, nous, ce qu'on veut, c'est la totalité. La société communiste, c'est la société qui est advenue à son concept, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de séparation entre le sujet et l'objet, donc si on prend les choses comme ça. Le problème, c'est que dans les pays socialistes, en fait, tu avais un super objectivisme, et que c'est au nom de ce super objectivisme-là, contre le prétendu subjectivisme petit bourgeois, etc., que des gens, des Lénine, je pourrais trouver des citations, Trotsky aussi, etc., te disent, nous, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il y aura du sang, il y aura de la bouillie, mais comme on accomplit les forces de l'histoire, on se sait accomplir une espèce de dessin, et c'est ça le diamate, hein. C'est une histoire qui est linéaire, en fait, on passe par des stades, et du coup, si on était des subjectivistes, on serait des dictateurs, mais comme on est des objectivistes, on peut se permettre de l'être, parce que du coup, peut-être qu'on va faire le sale boulot, mais ça deviendra, quoi. Tu vois, et ça c'est quand même... Alors moi, quand je dis ça, attention, hein, je leur jette pas la pierre, parce que à leur époque, d'une part, il fallait quand même... Enfin, c'est balèze, la situation de l'Union soviétique, quoi. Ils étaient envahis de partout, donc il fallait qu'ils fassent ces choses-là, donc il faut pas leur jeter la pierre, mais c'était une théorie de la révolution en mouvement. La pratique révolutionnaire, en fait, ils étaient dedans, quoi. C'était ça le truc. Et la question qui se pose, c'est... Quand on fait une philosophie de la praxis, c'est une philosophie de la praxis, c'est pas juste la praxis qu'on théorise, c'est penser ces choses-là. Est-ce que c'est pas... C'est un projet, en fait, qui est comment dire, c'est un projet qui, d'une certaine manière, je pense, pourrait même nous faire sortir de la totalité. Parce que c'est contradictoire, en fait. Parce que le capitalisme, c'est une ontologie, c'est une totalité, c'est une économie politique avec production, distribution, échange, et consommation, tout ce que tu veux. Mais il n'est pas nécessairement sûr que dans la société future communiste idéale, il y ait cette cohérence absolue, quoi. Et du coup, au milieu de ça, tu as la théorie qui nous en fait sortir. Oui, la théorie qui nous en fait sortir, il y a eu la théorie des stades qui a fait beaucoup de mal, il y a eu le socialisme utopique qui voulait nier l'industrialisation, et puis avec le mythe du Mir dans la commune russe à un moment donné.
Il y a eu des gens qui voulaient la révolution permanente, et en fait on s'est rendu compte que la révolution permanente, c'était que le prolétariat accomplisse la révolution bourgeoise, parce que sur Trotsky c'était un petit peu ça. Et on n'a pas la clé parce qu'aujourd'hui, en fait, ce développement des forces productives, il a déjà été réalisé. On n'en a plus besoin comme avant. La question se pose plus comme dans la Russie ou dans la Chine de Mao, quoi. Et la philosophie d'Apraxis, en fait, elle bute parce qu'elle est limitée par cet objet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est compliqué, quoi. Je pense que... Et ça nous ferait sortir de résoudre ces questions-là de la stricte opposition entre déterminisme, réalisme, fatalisme, et puis liberté, subjectivisme et compagnie. Moi, je pense que, si tu veux, là, Sanchez Vasquez, là, bon, il fait le constat d'une certaine opposition du balancier, donc, objectivisme et du tout subjectivisme, pour simplifier. Et finalement, le titre est assez significatif donc, du bouquin, Philosophie de la praxis. Donc, lui, il propose effectivement une meilleure connaissance, une meilleure approche de ce qu'il pense être la catégorie centrale du marxisme, la praxis, afin de justement comment éclaircir, quoi, un peu, parce que là effectivement on est un peu dans la nuit où toutes les vaches sont noires, quoi, etc. Donc lui il est à mon sens, et sa position de rappeler que chez Marx ce sont les sujets qui font l'histoire, mais pas en niant le caractère subjectif de ceci. Donc on est un peu aussi, comme on le disait aujourd'hui, finalement, dans une praxis, pour reprendre la thématique de la praxis, une praxis objectivante, quoi, qui serait le subjectif, quoi, le facteur subjectif, et une praxis objectivée, finalement, qui est l'histoire, qui est le dépôt sédimenté des différentes praxis objectivantes, finalement. On est dans ce rapport-là, mais on l'appréhende par le biais de la praxis et du rapport entre la praxis objectivante et la praxis objectivée, le rapport du facteur subjectif au facteur objectif. Donc on est bien effectivement là dans une tentative de débroussailler un peu ce qui est quand même assez finalement mal dégrossi, quoi, dans une certaine approche de certains marxistes, quoi, donc, et de le faire par le biais justement de la catégorie centrale du marxisme qui est pour lui la praxis. Donc je crois qu'on est toujours... à ceci, il est je ne mettais pas en cause ce qu'il dit, hein. Le livre, en plus, je ne l'ai pas lu, mais ce que j'avais constaté quand on avait travaillé sur Kluskera, d'ailleurs, en ça, il reprend. Oui, mais tu sais très bien, et c'est là-dessus qu'on n'était jamais d'accord, mais je veux dire, le problème, c'est que le fait de dire qu'il faut justement résoudre cette aporie, sujet-objet, etc., comme je le disais tout à l'heure, dans des exemples, il y a plein de gens qui ont, entre guillemets, essayé d'en évaluer la théorisation, dans la possibilité concrète, tu as eu les marxistes objectivistes, tu as eu le mythe du sujet-objet dans le parti, tout ce que tu veux. Et le problème, c'est que là, on peut, là où on est, on peut évaluer ses expériences historiques et puis faire une philosophie de praxis, ou comme lui il le fait, et puis chercher des choses, mais on peut aussi en faire un exercice formel, qui soit un pur exercice subjectif. Et puis encore une fois, on en revient à Kluskar, dans Kluskar, il te pose les jalons d'une philosophie de la praxis qui voulait un peu lier à l'évolutionnisme, on va pas revenir sur le truc, mais à la fin, c'était complètement abstrait, il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas l'analyse anthropologique fine, il n'y avait pas c'était finalement des très très beaux schémas, tu vois. Et il se peut que dans ce genre de projet-là, il y ait des très 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 beaux schémas. Après, si par philosophie de la praxis, tu entends la praxis politique, la conquête, ça il l'entend. Là, après, il est autre chose. Il est sur sinon, ça peut rester très abstrait. Ça débouche sur la praxis révolutionnaire et la praxis sociale. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait de la... pour lui, le seul mode, finalement, le seul mode de production dans lequel bien, les praxis individuelles se retrouvent dans la praxis collective, c'est le socialisme, quoi. C'est en cela que le socialisme pour lui, donc, est une transition. Il échappe, si tu veux,
à ces modes de production préhistoriques, on va dire, quoi, qui ne permettent pas que, effectivement, la praxis finalement des hommes, des sujets, prolétariat, etc., se retrouve au niveau de la politique planifiée, par exemple, qui est mise en place par les régimes socialistes pour apporter la propriété collective des moyens de production, etc. Donc pour lui, il y a une transition entre ces modes de production pré-capitalistes pour lesquels le paysan de la glèbe qui part effectivement de son champ pour aller dans le bourg, il participe de la transition d'un mode de production féodal à un mode de production capitaliste, mais il le fait sans le savoir. Pour lui, effectivement, la transition entre le mode capitaliste et le mode de production socialiste, c'est effectivement que les gens soient conscients, finalement, de la transition. Finalement, le type qui va... les manifs, etc. Conscient de la transition, mais conscient peut-être qu'après, effectivement, tu peux l'avoir dans ta tête et puis que ça ne se réalise pas, c'est autre chose. Non, mais ça c'est une chose. Là, ce que je décris, simplement le fait qu'il y a un inconscient qui n'est pas l'inconscient freudien, qui n'est pas l'inconscient de la psychanalyse, qui est l'inconscient en fait des rapports sociaux, qui fait qu'en fait tu fais des choses sans savoir ce que tu fais. Ça c'est effectivement la base du marxisme. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils font l'histoire généralement d'ailleurs. Mais la question que je posais en relevant, c'était plutôt de se dire conscience de quoi? Ça veut dire conscience de quoi? C'est conscience du monde dans lequel ils vivent, qui est régi par ces rapports de production capitaliste, etc., qu'ils peuvent détester parce qu'ils en sont advenus à la conscience, parce qu'ils ont une culture communiste, ils ont des parents rouges, des arrière-parents qui ont fait la Commune de Paris, je sais pas quoi, ou alors ils s'y sont mis parce qu'ils sont syndicalistes, ils en auront le bol de se prendre des LBD, machin. Ok. Mais après, la conscience, c'est la conscience du monde dans lequel tu vis, et puis c'est toujours un peu teinté de l'utopie de quelque chose d'autre. Et l'utopie, souvent, je sais pas, c'était travailler librement, ou ne plus travailler, c'était arrêter de faire de la merde, c'était arrêter de voir, je sais pas, reprendre les Ludites au début du fin 18e, début 19e, c'était je casse l'outil de production parce que je veux pas de la modernisation, parce que j'ai envie de continuer à prendre du plaisir dans mon boulot, même s'il n'est pas productif. Ça plaisait pas trop aux socialistes réels qui voulaient développer les moyens de production au passage, mais en tout cas, c'était, tu vois, t'as l'analyse du capitalisme, ça c'est une forme de conscience, t'as la conscience de là où tu veux aller, et là il y a toujours une composante utopique, et c'est là que il y a un problème général dans le marxisme, c'est que quand on oppose ça aux socialistes utopiques, etc., c'est trop ridicule, quoi. Je veux dire, c'est trop grossier, quoi. C'est facile de dire ça, mais en fait, t'es obligé à un moment donné de postuler une société idéale. Je veux dire, moi, j'ai beau être un objectiviste, je veux dire, il y a des choses que j'ai envie de voir réaliser, quoi. D'ailleurs, sinon, tu fais pas de politique, en fait. Tu restes dans ton truc à toi. Mais après, entre les deux, t'as aussi la conscience de la lutte, tu vois. C'est difficile à exprimer parce qu'en fait c'est même pas de l'ordre de la représentation, en fait, précisément c'est pas de l'ordre de la représentation, ça suppose un saut qualitatif, un peu comme la négation hegelienne, si tu veux, c'est que tu es en train de faire quelque chose, et en fait le fait de te savoir faisant quelque chose, c'est possible quand il s'agit enfin, c'est très difficile en fait, c'est possible d'imaginer ce que serait la société future, c'est possible d'imaginer la société que tu critiques là, mais la négation elle-même, comme précisément l'action révolutionnaire, si tu veux, si tu considères que c'est toujours une part de subjectivisme et que c'est la liberté du révolutionnaire de prendre le pouvoir sur sa vie et puis de changer l'ordre des choses dans le monde, tu sais jamais non plus où est-ce que ça va te mener, parce que la liberté, elle a des conséquences, enfin il y a toujours une part de contingence dans la liberté n'est pas déterminée. Enfin, donc à partir de là, c'est compliqué, parce que qu'est-ce que, par exemple, en Union soviétique, qui est souvent des exemples que tu cites et que tu aimes bien, qu'est-ce que, même à supposer qu'on ait eu de la démocratie, un peu plus, qu'on n'ait pas eu un parti qui est comme ça phagocyté les syndicats, qui est fini défoncer la gueule des soviets, etc., à supposer qu'il s'est maintenu ça et qu'on soit resté sur un modèle léniniste 1917, quoi, on va dire, même un peu avant. 1905, Lénine, démocrate, etc. Qu'est-ce qu'ils auraient accordé aux masses laborieuses, que pour beaucoup ils ne connaissaient pas tellement, comme capacité à dire
ce qu'ils voulaient et quelle liberté il leur aurait accordé dans l'action révolutionnaire, quitte à ce qu'ils voient les mecs qui font des trucs et qui se disent putain mais vous faites n'importe quoi, on va jamais y arriver, et que en fait finalement il y a des fois ça m'est arrivé, je veux dire je suis syndicaliste, tu tombes sur des gens qui sont pas de ton milieu du tout mais t'es obligé de faire comme si t'étais d'accord parce que on est tellement peu qu'il faut faire comme ça, mais il y a des fois t'es là, oula putain mais vaut mieux pas que vous preniez les rênes parce que vous allez pas y arriver. Et en fait il y a toujours un moment donné où je pense qu'il y a un pari, ça veut dire qu'il faut faire confiance aux gens et à l'histoire. Il faut faire confiance aux gens mais il faut aussi faire confiance à l'histoire qui ne se réduit pas aux sommes des individus subjectifs. Et je pense que l'histoire leur a donné quand même raison, puisque au cours des années 30 ou des années 40, en gros, il y a eu 17% de croissance annuelle, que les familles ont disparu, que effectivement ils ont pu nourrir les villes et vaincre... Non mais ça c'est une chose de dire ça leur a donné raison a posteriori, mais moi je te parle justement de dans le processus. Bah écoute, qu'est-ce que tu accordes comme possibilité aux gens en fait. Puisque tu parlais de l'URSS, malgré tout, ils avaient bien vu que pendant 4 ans, il y avait eu une guerre civile où tous les pays du monde s'étaient liés contre eux pour anéantir le socialisme naissant, que ça avait duré 4 ans, et qu'ils ne feraient pas de cadeau, dès la première occasion, ils remettraient la gomme, effectivement. Donc je pense qu'il y a une prémunition. Au point de vue des dates, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que ce que je te dis là, les 17-21, non, c'est la guerre civile, quoi. 18-21, 18-22. Avant ça, une fois que tu es dans la situation, encore une fois, je ne fais pas le procès du non-soviétique, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient quand même les intellectuels ont toujours un petit peu voulu soit idéaliser le prolétariat, comme je disais, parce que c'était la force objective, mais en se permettant après de dire... Non, ils avaient quelques raisons, si tu veux, avec 10 millions de morts pendant la guerre civile, d'être inquiets sur les intentions des pays capitalistes. Et la suite ne l'a pas démenti. Hein, oui, mais les intentions des gens qui étaient en Union soviétique, c'est ça que je suis en train de dire. Les gens qui étaient en Union soviétique, bon, je sais pas, quand tu passes du servage quand même enfin pas du servage puis il avait été aboli, mais enfin à quasi-servage, jusqu'à le fait de s'approprier les terres dans un premier temps, etc. C'est pour une population qui est à 90% paysanne. Excuse-moi, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Alors bon, maintenant que c'est pas plus certains qui, effectivement, parfois, donc, paysans un peu plus gros, y retrouvaient à redire, et donc, et ça, c'est autre chose. Mais le fait est que, globalement, la population, à mon avis, était consentante, puisque, avec une population non consentante, on ne fait pas du 17% de production, de croissance annuelle. Ah, on peut faire beaucoup de choses avec une population. Il y a le truc avec toi, t'as la pelle, et moi j'ai le réverbère, toi t'as la pelle, tu creuses, et puis moi j'ai rien. Il y avait un enthousiasme, tu sais bien, que comment elle s'appelle, Strong, comment elle s'appelle. Non mais t'avais les barons de Kronstadt, t'avais la révolte de je sais plus quelle ville connue où t'as eu 3000 ouvriers fusillés, tu vois, tu peux pas non plus dire ça. En fait, t'as aussi une réalité, c'est que ça s'est beaucoup joué dans des événements clés, cette révolution-là, à Petrograd ou ailleurs, et puis après c'est grand la Russie, je veux dire, c'est pas arrivé comme ça, en plus on n'avait pas Twitter, je veux dire, ça mettait du temps à arriver, t'avais une presse qui était un peu contrôlée quand même, tu vois. D'ailleurs, les barons de Kronstadt, sans faire non plus la défense coûte que coûte, je veux dire, ils revendiquaient la liberté de la presse, tu vois. Juste, ils revendiquaient pas le retour au féodalisme, tu vois. Ouais, s'il avait revendiqué, ce serait... Bah oui, mais ça aurait été un peu justifié, ils n'ont jamais dit ça, s'il avait fait, le fait de pouvoir élire leur représentant ouvrier, tu vois. Au stade encore élémentaire de lecture de Sanchez Vasquez, tout de suite, qui est le mien, dans mes notes personnelles, là, j'ai essayé de mettre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Parce qu'à un moment, je me suis vraiment posé la question. Et j'ai noté ça. Problème central de la réflexion de Sanchez Vasquez, 2 points, comprendre la possibilité de la praxis comme connaissance opératoire de transformation des conditions objectives, et donc faire la théorie de la capacité d'agir des masses et appréhender leur autonomie réelle dans le processus politique. C'est exactement ça. Il le dit. C'est ce que tu viens de dire. Il est bien d'accord sur la compréhension. Alors,
Il le dit, hein, dans la phrase exacte qu'il dit, c'est dans la... Ah, c'est dans la... Il y a deux passages où il prend, si tu veux, du recul par rapport à ce qu'il est en train de faire. Un, je crois, c'est dans la conclusion, mais il y en a un autre passage, et il dit « l'ambition affichée donc, de ce livre est d'avoir, entre guillemets, essayé, donc il dit essayer, d'élever la conscience philosophique de l'activité pratique matérielle de l'homme, point, fermé le livre. » Donc, essayer d'élever la conscience pratique, c'est-à-dire qu'il part de la conscience ordinaire, si tu veux, qui n'a pas de praxis réflexive du tout, et il la suit tout au fil de l'histoire, et effectivement, il passe par des stades où non plus, il n'y a jamais, franchement, de conscience de mise que la praxis se transforme en objet. La praxis transforme les objets, mais il est très rare que celui qui transforme les objets prenne sa propre praxis en tant qu'objet. Pour ça, effectivement, il faut avoir une réflexion philosophique par rapport à la praxis. Donc, lui, il le dit, essayer d'élever la conscience philosophique de l'activité pratique matérielle de l'homme. Donc, c'est une tentative, effectivement, pour... si la praxis, effectivement, est si l'histoire des hommes est l'histoire de leur praxis, si c'est la catégorie centrale de l'humanité, c'est toujours le même truc. Est-ce que ça vaut pas le coup de s'y pencher un peu? L'objectif, le projet de Sanchez Vasquez, je ne conteste pas qu'il ait écrit ça, mais il va au-delà, parce que c'est pas tellement la question d'une espèce d'introspection du sujet sur sa praxis qui est en jeu. C'est la question de la prise en main par le sujet de sa praxis. Oui, mais ça, c'est pas la question de sa praxis, c'est la prise en main. Oui, mais le problème, est-ce que tu peux prendre en main quelque chose que tu ne connais pas? On est d'accord. Oui, le problème, est-ce que tu... Oui, non, mais le problème, c'est que oui. Le problème, c'est que... Oui, la preuve, il y a des gens qui ont fait de la praxis sans forcément qu'il y ait Est-ce que le fait de le connaître, non, ça n'avait pas plus d'efficacité, quoi. Mais par rapport à ce que tu disais, je me pose une question, alors c'est une question qui me vient en t'écoutant, mais est-ce que cette problématique de la sortie de la totalité dont tu parles, Marx ne la traite pas au travers du thème de la disparition de l'État? Ah putain, oui, ça c'est vrai qu'il peut le voir sur ce point de vue. Oui. Mais, enfin, je sais pas, après, oui, si tu en réfères à l'État... En bon héritier hegelien, oui, certainement, mais... Non, justement, pas en héritier hegelien. Non, mais je veux dire en héritier de la conception de l'État hegelien et de la critique qu'il en fait. C'est ça. Mais c'est une question, parce que maintenant, la notion de totalité, moi je pense que... Peut-être que ouais. Peut-être c'est une autre façon de relire Marx. C'est une autre façon de relire Marx. Parce que sinon, tu vas bientôt avoir un livre. Le débat sur la disparition de l'État, dans les années 60-70, j'ai assisté à ça, il y avait une discussion comme ça, et encore aujourd'hui avec le camarade Garnier, ça tourne autour de l'idée anarchisme ou communisme. Mais au travers de ce que tu dis toi, c'est pas ça, c'est pas cette opposition-là qui est en jeu. C'est autre chose. C'est l'enjeu, c'est la constitution un processus d'abolition de l'état des choses existants, conscientisé, et qui fait que qui aboutit à ce que le communisme, ce soit le mouvement prolongé, continué, indéfiniment continué, de l'abolition du capitalisme par la prise en main par les masses de leur praxis. Parce que le problème, c'est que on en discutait la dernière fois, ce dont on discutait la dernière fois, c'est-à-dire entre la vision
de Marx, en fait, qui prône l'abolition de l'État par la société civile, et celui de l'abolition de Hegel qui prône l'abolition de la société civile par l'État, finalement, qui juge comme une bête sauvage, quoi, finalement, qu'il faudrait dresser et museler. Il ne parle pas d'abolir la société civile. Ah, je crois que si. Non, au moins de la liberté. C'est dans la société civile que se réalise la liberté. Oui, non, mais il en parle comme étant la bête sauvage. Donc, oui, mais c'est pas pour autant qu'il veut tuer la bête sauvage. Il dit simplement qu'il faut qu'il y ait un maître à la bête sauvage. Voilà, et bien ce maître c'est l'État. Donc on est dans une... Mais c'est pas l'abolition, attention. Non, c'est pas l'abolition. Mais donc on est effectivement dans cette problématique, et c'est vrai, si tu veux, la vision de Marx, c'est comme, et Kluskar le dit dans les gars de la pratique libérale, il dit que c'est d'après lui que effectivement c'est plutôt une anthropologie libertaire, quoi, finalement, et effectivement qui, d'après lui, serait quand même empreinte pas mal de la philosophie des Lumières, comme quoi l'homme est une nature humaine bonne et qu'il faut effectivement y arriver, voire pas y revenir, enfin y arriver, et que c'est effectivement c'est dans ces problématiques-là aussi que se joue ce dont tu parles. Voilà, enfin, ce qui n'est pas là l'objet du bouquin d'ailleurs. C'est pas vraiment ça. Non, mais ce que je voulais dire, il me semble que praxis, totalité, c'est difficile d'imaginer une praxis au sens marxiste qui ne vise pas la totalité de ce que j'ai pu lire dans ma vie jusque-là. C'est l'idée de réconcilier finalement les moyens et les fins dans le respect du sujet. Et l'idée qu'en gros, il faut rester intègre dans ce qu'on fait, qu'il ne faut pas s'épuiser dans son moyen jusqu'à ce que le moyen devienne finalement ce qui t'aliène. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi l'objet, et l'objet, en fait, qui c'est qui décide de ce que c'est? En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce que c'est que le salariat, les gens prennent plaisir, par exemple, non pas à faire des trucs super intéressants, mais pour le confort que ça leur donne, parce qu'il y en a un truc qui s'appelle l'argent, et puis que ça te permet après d'avoir accès à des choses, tu vois. Mais est-ce que, par exemple, si tu disais demain, je vais vous réconcilier avec votre être générique, comme disait le jeune Marx, dans un vocable bien connu, je veux dire, ils en voudraient pas, quoi. Ils se conforteraient peut-être, en fait, dans cette société civile, en fait. Tu vois, et pas que les petits bourgeois, peut-être même des gens, parce qu'ils ont eu l'habitude comme ça d'avoir des médiations qui font qu'ils acceptent de faire un petit peu pour la société, et puis après ils en retirent des choses. Ça, oui, bien sûr. Et ça suppose une vision de la société comme totalité. Je comprends mieux ce que tu disais quand tu parlais d'une expérience du socialisme réel qui aurait été différente, aurait-elle pour autant abouti à autre chose? D'accord, je comprends ça. Ouais. Mais je pense quand même que dans la période où l'on vit, qui est quand même une période historique tout à fait particulière, la question n'est plus celle-là, c'est la question de la survie. Ben oui. C'est la question de la survie. Et bientôt pour ceux qui sont de la société civile, quoi, et les couches moyennes, les premières. Parce qu'effectivement, il y a aussi l'enjeu climatique. Hein, il y a l'enjeu climatique, et puis tu as aussi l'enjeu d'une guerre nucléaire. Mais bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, oui, bien sûr, on quittera sans doute un certain nombre de nos concitoyens quitteront sans doute, et moi le premier, avec regret les conforts, même s'il s'agit des miettes, des conforts majestueux de nos dirigeants, pour changer de vie, parce que je vois pas comment ça peut continuer comme ça. Je vois pas comment. Oui, effectivement, les couches je vois pas comment on peut faire de la place à tout le monde. Relativement préservées, mais pas pour longtemps, parce qu'elles sont dans le collimateur. Et effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui se passe actuellement, rend compte, comme disait Kluskar, d'une impossibilité de vivre. Voilà, tout est permis, mais rien n'est possible. Voilà, donc on est arrivé finalement, on a fait le tour du libéralisme libertaire, et le libéralisme libertaire n'a pas respecté ses promesses, quoi, et tout le monde est dans le... Alors donc, effectivement, c'est le moment où on peut
prendre conscience rétroactivement ou pas, du fait. Ou pas, hein. Peut-être qu'on Alors, n'aura ou pas pas, conscience. effectivement, on a quand même plus de chances de le faire, Sans doute. voir ce que aujourd'hui, par exemple, Kluskar est relativement agréé, si tu veux, par les gens. Il y a 30 ans, et il ne l'aurait pas été du tout. Il fallait que le libéralisme libertaire aille jusqu'au bout. Il est agréé dans des cercles très Très Moi, je demande à mes je suis collègues, d'accord, je ne sais pas qui c'est, quoi. Non, mais Ils ne savent même pas à quel siècle a été Emmanuel Kant. Quoi. Je suis d'accord. Mais Soral qui a fait une vidéo, il a cité le gars, et puis les mecs qui sont youtubeurs ou qui passent leur vie sur YouTube, ils ont peut-être entendu parler du truc, mais ils n'en ont jamais lu un bouquin. Et c'est déjà des gens qui s'intéressent à la politique, même si c'est par YouTube, et encore vraiment des connards, des mecs dans des canapés. Mais la grande majorité des gens, je veux dire, Kluskar, ils ne savent pas qui c'est. D'accord. Faut être clair là-dessus. Oui, c'est dans peut-être que dans le milieu communiste, ils commencent à il y en a être plus qu'avant, mais franchement, effectivement, c'est pas. Et encore, hein, parce que je peux te dire que. Oui, il y a encore du boulot à faire. C'est clair. On m'a raconté, un acteur de premier plan m'a raconté comment les éditions sociales avaient décidé d'éditer Kluskar. Dans les années 80, Dans les années 80. c'était pas une histoire avec Jean Dernalier, ou je sais pas quoi, non? Il y a eu une histoire. Oui, c'était lié à ça, ouais. Oui. Tu sais qu'en Corée du Nord, dans le bâtiment des récompenses au Supreme Leader, t'as un bouquin de Jean Dernalier. C'est absolument génial. C'est le seul bouquin français, c'est Jean Dernalier. C'est assez énorme. Bref, excuse-moi, je te coupe. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des choses à... Bon, cela dit, je le redis, je ne suis pas candidat, ni au municipal, ni à quoi que ce soit, mais je pense qu'il faudrait quand même rendre justice de la conception de la praxis chez Sartre, parce que elle est très survolée là. Oui. Elle est très survolée. Alors bon, c'est sans doute pas fondamental, mais je crois quand même... peut-être qu'il y a quelques bons articles à lire, je peux chercher si vous voulez, plutôt que de gratter là-dessus. Ça a été abondamment commenté. Mais d'autant plus qu'il n'y a pas... il y a une conception de la praxis chez Sartre à partir de l'après-guerre, disons, c'est-à-dire le deuxième Sartre, mais qui est étroitement lié à la première période de Sartre et à la pensée phénoménologique. Hein, on est encore dans cette espèce de complexe idéologico-philosophique qu'est le deuxième Sartre. Entre une philosophie de la liberté et la reconnaissance du matérialisme historique et du marxisme comme philosophie indépassable de son temps.